Bonjour tout le monde, on a un Bitcoin qui s'est bien comporté ces dernières 24 heures. Bon, il a touché les 43 000 $, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un mouvement un petit peu plus puissant pour être sûr de casser ce triangle de compression et qu'on ait vraiment cette confirmation qui nous indique que nous entrons dans un marché bullish. Pour l'instant, cette confirmation, on l'a, c'est vrai, mais elle est vraiment légère, on va en parler aujourd'hui justement. On est également sur un Crypto Fear and Greed sur les 40, donc la peur, on n'y est quasiment plus, on redevient quasiment neutre ici sur le sentiment du marché. On aimerait bien, suite à cette cassure qui a eu lieu donc sur la clôture d'hier soir, une petite accélération. Si elle n'a pas lieu rapidement, c'est vrai qu'on pourrait penser à une fausse cassure haussière, pourquoi pas, pour revenir sur un point bas, notamment cette trendline. Après, en dessous, on a des bons niveaux de liquidation, notamment sous cette zone-là, qui a stoppé le cours en daily ici et ici. Voilà, on pourrait venir liquider des personnes par ici. On pourrait ensuite venir liquider des personnes en dessous de ce niveau-là également, et en dessous de ce niveau-ci. Voilà. Donc ça, c'est les trois niveaux qu'il faudra surveiller, sur lesquels le Bitcoin pourrait revenir assez rapidement. On est certes sur une confirmation ici de ce triangle de compression en daily. Il y a eu la confirmation, et malgré tout on sait que le weekly est plus important au niveau graphique et qu'il aura plus d'impact pour le futur. Donc ici on voit qu'en weekly, on pourrait à la fin de la semaine venir confirmer ce W qu'on a à l'écran. Voilà, que je ne vous montre plus, que j'ai montré de nombreuses fois également ici. Donc vous avez ce W qui est situé à cet endroit-là. Si on clôture, donc c'est simple, on va se mettre la ligne de clôture sur laquelle il faudrait que l'on soit dimanche soir. Enfin, au-dessus, il faudrait qu'on soit au-dessus dimanche soir. Cette ligne, elle représente les 42 000, donc 500 $ approximativement. Si vous changez d'échangeur, ici je suis sur Coinbase, vous allez sur Binance ou autre, ça peut varier de 10 à 15 $ près sur le prix du Bitcoin. Mais il faudrait que l'on vienne clôturer au-dessus de cette ligne. Voilà, donc aujourd'hui on y est au-dessus. Est-ce qu'on va y rester avant jusqu'à dimanche? C'est la question. Et ça serait une confirmation beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressante que la confirmation que l'on a déjà en daily sur ce triangle-là, que je vous ai montré juste avant. Sauf si on a vraiment cette accélération et une clôture en daily au-dessus, ici, des 44 600 $, vous voyez, qui représente cette ligne-là, que je vous positionne. À ce moment-là, on aurait un réel signal, beaucoup plus bullish, qui pourrait nous être donné. Aujourd'hui au programme, on va analyser le Bitcoin un petit peu plus en profondeur. Ensuite, on ira voir l'altcoin dominance. On jettera un œil également à la dominance des stablecoins. Là, il y a quelque chose de très intéressant à dire. Nous supposions que peut-être nous étions sur un top ici. Ça semble, pourquoi pas, se confirmer. Malgré tout, pas de M en perspective. On va en reparler et on enchaînera avec les altcoins, notamment celles qui ont des configurations super intéressantes à la fois par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar et qui pourraient, pourquoi pas, performer, ou disons plutôt qui auront plus de probabilité ou plus de chances d'établir de bonnes performances par rapport à d'autres crypto-monnaies. On peut plutôt le dire comme ça. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Alors si on regarde le Bitcoin sur l'order flow, c'est-à-dire que ici j'ai la plateforme Binance Perpétuelle et j'ai aussi la plateforme BitMEX, j'aime bien regarder ces deux-là. Sur la plateforme Binance Perpétuelle, on voit qu'en fait depuis le 4 janvier, l'open interest est assez flat, c'est-à-dire qu'on varie entre deux bornes, qu'on pourrait se matérialiser comme ça sur le graphique de l'open interest, mais il n'y a pas de réel engouement sur les prises de position en Bitcoin sur cette plateforme. On voit malgré tout que le funding rate est très négatif, donc la majorité des gens pendant cette période ont shorté le Bitcoin. Donc ça c'est intéressant à constater, malgré tout on aimerait bien voir un open interest qui monte. On va zoomer sur le plus court terme pour voir si sur le court terme il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Donc pour ça, je vais aller voir par exemple les 4 heures pour commencer. Et on n'observe pas grand chose de plus en 4 heures, puisqu'on voit que sur l'open interest, on reste plaqué et plafonné entre ces deux bornes avec finalement un open interest assez flat. On fait des zigzags dans un sens comme dans l'autre. Malgré tout, on arrive quand même à voir des choses intéressantes malgré ces zigzags. On a ici un cours du Bitcoin qui monte. Pareil ici. Et pareil actuellement, vous voyez. Si on reporte ça en dessous, on voit que lors de cette première partie de montée, le funding rate est négatif. Lors de cette seconde montée, le funding rate est négatif. Et pareil pour cette troisième montée. Ça veut dire que quand le cours ne fait rien et zigzag voilà, entre la borne haute et la borne basse précédente, bien finalement, il n'y a rien sur le funding rate, il n'y a pas beaucoup de prise de position. Dès qu'on vient casser quelque chose, soit à la hausse, soit à la baisse, là on a des personnes qui prennent des positions et on a un intérêt qui se manifeste. Et là, il se manifeste à chaque fois qu'on vient breaker à la hausse sur le Bitcoin, le sentiment se manifeste bearish, pour l'instant en tout cas. Et on voit que là, actuellement, c'est encore le cas. On est sur une bougie très négative sur le funding rate actuellement, avec un nouveau sommet là sur le Bitcoin. Donc, on peut s'attendre effectivement à ce que l'on continue de grimper. Comme je le dis, on aimerait bien voir quand même sur le Bitcoin un mouvement
assez puissant se produire. On sait où est positionnée la liquidité, de toute façon. La liquidité, elle est au-dessus de ces deux mèches-là, donc située à la fois par ici. Et derrière, on a cette zone de travail avec de la liquidité qui s'est accumulée forcément au-dessus de cette zone-là. Donc qu'on peut étendre, vous voyez jusqu'ici, aux alentours du 7 septembre 2021, quand on avait touché ce point-là sur le prix du Bitcoin. Donc voilà les deux poches de liquidité. Elles sont ici, aux alentours des 46-47 000 dollars et aux alentours des 53-54 000 dollars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on se prend un Fibo qui récupère toute cette baisse, entre le mois de novembre ici et le mois de janvier 2022, on a les 38,2 de Fibo qui se situent clairement à cet endroit-là, et les 61,8 de Fibo qui se situent par ici, sur nos deux poches de liquidité. Donc ça, c'est les premières targets finalement, c'est sur du court terme, là ce dont je suis en train de parler, cette zone de prix c'est le court terme. Je vous parle ici de peut-être 2-3 semaines, peut-être un mois, mais pas plus. Ça serait vraiment la période de temps envisagée pour cette reprise sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Puisqu'on stagne depuis très longtemps, il y a un moment où on a l'impression qu'effectivement ça va s'arrêter de latéraliser pour reprendre en valeur. Et si on clôture, on le voit ici sur la bougie hebdomadaire, et qu'on forme ce W weekly, là on aura vraiment un signal bullish pour potentiellement venir très prochainement, comme je le dis, dans les semaines qui viennent sur ces deux niveaux. Derrière, on a des niveaux supérieurs qu'on avait étudiés ensemble, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui seront forcément à étudier. Si jamais on arrive sur ces niveaux de prix, à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Est-ce que la masse continuera à shorter le marché ou pas? Est-ce que ça sera l'inverse et dans ce cas-là, on pourra retracer et peut-être aller voir des niveaux plus bas et rentrer dans un bear market? Ça, c'est des choses qu'on étudiera effectivement plus tard si le scénario se confirme de cette façon. Derrière, on a les objectifs à la baisse, on le sait. On a toujours ce niveau-là qu'on peut se mettre. Regardez, si on prend une ligne comme celle-ci et qu'on rejoint ces deux points sur le Bitcoin, donc je vais essayer de le faire plus précisément, on a cette zone de prix aux alentours des 30 800 dollars qui peuvent faire office de support. Alors là, je parle sur une clôture, bien sûr, parce que je suis en ligne sur les clôtures. Si on regarde les bougies, on voit que les poches de liquidité donc plus basses se trouvent en dessous de ce niveau-là, des 29 000. Donc une mèche sur les 28 800, peut-être 28 500 n'est pas à exclure pour pouvoir liquider des personnes. Voilà la poche de liquidité. Voilà où elle se trouve. On peut en mettre une deuxième de poche de liquidité en dessous de cette zone de prix. Voilà. Donc il ne faudra pas être étonné non plus, donc j'enlève cette première ligne pour matérialiser à nouveau ces deux zones de support. Si on voit un Bitcoin qui vient chercher ici les 32 000 dollars, donc en dessous des 33 000 ici, 33 100, ou un Bitcoin qui vient chercher cette zone de prix en dessous des 29 000, 27 000 dollars. On a vu que entre 26 et 27, on avait une zone très intéressante long terme que l'on voit sur les indicateurs long terme. Donc sur un cas de bear market qui durerait plus longtemps sans hausse du Bitcoin préalable, c'est-à-dire un Bitcoin qui n'irait pas chercher de nouveaux points hauts, peut-être même de nouveaux sommets, et qui entrerait directement sur un bear market, voilà vraiment les deux zones de prix finalement assez long terme que j'envisagerais pour des achats ici sur le Bitcoin et donc les altcoins également. Après, il ne faut pas oublier la target ultime sur laquelle je mettrai mon dernier palier d'achat, où derrière je pense que j'ai plus de palier à me mettre sous la dent. Ça serait, alors vous avez les 20 000 qui représentent l'ancien sommet de 2018 tout simplement déjà, on peut déjà partir là-dessus, mais en dessous vous avez les 17 000. Pourquoi les 17 000? Parce que si on prend un Fibo finalement qui récupère toute la hausse, donc ici jusque là, on a la zone de rechargement qui se situe clairement à cet endroit-là, là sur du long terme, on pourrait même regarder ça en mensuel, entre les 27 000 et les 17 000. Donc voilà un petit peu les objectifs baissiers sur le Bitcoin avec un lissage éventuel. Je pense qu'aujourd'hui sur un marché dans lequel on est sûr de rien, mais c'est toujours le cas, on est toujours sur des marchés finalement où on hésite et on ne sait pas trop quoi penser, il est bien aujourd'hui je pense d'avoir un portefeuille assez mitigé avec du cash disponible au cas où si on entame le bear market dès maintenant, parce que si jamais vous n'avez pas de cash disponible aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête si vous êtes à 100% crypto aujourd'hui, tout ce que vous vouliez investir ou même toute votre épargne, admettons, parce que vous êtes un peu fou, est investie dans les cryptos. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais vous avez un Bitcoin qui chute, vous allez vraiment perdre confiance en vous, et vous allez perdre également confiance en le fait que le Bitcoin puisse se reprendre par la suite. Vous allez tellement être déçu de ce qui se passe, et vous ne l'aviez tellement pas anticipé finalement, parce que si vous êtes à 100% aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas ce scénario d'anticipation, on va dire, et bien là, vous risquez de paniquer et de revendre en fait vos Bitcoins ou vos crypto-monnaies au pire moment. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui prendrait des risques pourrait être à 70-30 sur son portefeuille, 70% crypto, 30% cash. Quelqu'un qui serait assez prudent resterait pourquoi pas sur du 50-50 aujourd'hui, quitte à rater effectivement pas mal de gains si jamais on a une poussée qui s'opère du Bitcoin avec un nouvel ATH dans quelques mois.
Voilà, donc c'est compliqué tout ça. C'est vrai qu'il vaut mieux raisonner par pourcentage, se dire que mon risque, il est pris en fonction du pourcentage que j'ai de crypto et le pourcentage que j'ai de fiat dans mon portefeuille. C'est vraiment l'unique chose, hein, selon moi, qui compte vraiment quand on a un portefeuille crypto. Après, il y a plein de catégories différentes. Vous pourriez être quelqu'un qui aime bien investir également dans les actions traditionnelles, dans l'or, dans les métaux précieux, etc. et qui limite son risque en allant chercher des actifs moins corrélés, vous voyez, enfin qui sont moins corrélés au Bitcoin. Par exemple, l'or, on voit qu'il se comporte plutôt à l'inverse du Bitcoin, donc ça peut être intéressant de limiter et de diversifier son risque en achetant de l'or. Malgré tout, attention, c'est là où en fait tout est compliqué à gérer, c'est qu'il faut faire ses calculs. On sait que le Bitcoin est beaucoup plus volatile que l'or. Bon, moi je vais le catégoriser comme ça au hasard sans avoir fait le calcul, mais je pense que le Bitcoin est à peu près 10 fois plus volatile. C'est-à-dire que si vous avez un Bitcoin qui prend 10%, vous allez avoir un or qui va perdre 1%, et inversement, vu qu'ils sont inversement corrélés. Donc c'est approximativement ça. Donc on se dit qu'effectivement, si on veut limiter son risque ou égaler son risque que l'on a sur le Bitcoin, il faudrait acheter 10 fois plus d'or, ou vendre 10 fois plus d'or à découvert, en fonction des stratégies. C'est pas du tout quelque chose que je fais, hein, mais c'est une approche intéressante, hein, ce hedge avec de l'or. Pourquoi pas? Je rajoute maintenant le graphique de la dominance des stablecoins. Ici à droite, on voit que les stablecoins, donc ici il y en a 4, l'USDT, le DAI, l'USDC et l'UST, représentent 8% du marché crypto. Et on voit qu'il y a une sorte de ligne de résistance, hein, qui se dessine depuis très longtemps ici sur ce graphique. On voit qu'également en bas il y a une ligne de support qu'on peut se mettre, hein, plus ou moins comme ça, vous voyez. Donc aujourd'hui on a touché cette borne haute de résistance et la dominance des stablecoins diminue. Et on voit que ces sommets représentent à chaque fois des bottoms. Donc ici ce sommet, le deuxième, la sommet du milieu à droite, c'est ce bottom là. Ce sommet ici du 20 septembre 2020, ça correspond à ce bottom là, vous voyez. Donc les sommets représentent des bottoms. Aujourd'hui on voit qu'on est en train de retracer. Donc si on fait une analyse un peu plus pure, hein, de ce que l'on voit ici à l'écran à droite sur la dominance des stablecoins, on peut mettre déjà pour commencer un Fibo de prolongation comme ceci, voilà, qui vient récupérer le bottom ici, le top ici, le bottom ici. On voit qu'on est sur les 100% de Fibo, qu'on a les 161,8 et les 261,8 plus haut. En revanche, on est sur un fort point de résistance, donc là c'est assez logique que l'on retrace à cet endroit-là. On voit également qu'ici il n'y a pas de M, puisque là on fait un point haut qui est moins haut que le précédent, donc on n'a pas de M dessiné. En revanche, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'on a sur le RSI la divergence. Donc on a le début de divergence qui s'est dessiné, et on a pourquoi pas un futur M qui pourrait se produire, mais c'est pas encore gagné, pour avoir ici des stablecoins qui perdent en dominance sur le marché, avec pourquoi pas un retour sur cette ligne de tendance basse ici, avec un Bitcoin qui à ce moment-là lui prendrait beaucoup de valeur, puisqu'on voit, hein, clairement que ce graphique est inversement corrélé à celui du Bitcoin. Donc voilà, ça ce sont des choses intéressantes à constater et à voir, notamment au niveau de ces lignes, hein, qui ont l'air de bien jouer leur rôle de support et de résistance, mais il y a quelque chose de fondamental à prendre en compte, c'est que la dominance des stablecoins est forcément inversement corrélée au prix du Bitcoin, parce que quand le Bitcoin augmente, sa capitalisation augmente avec. Ça veut dire qu'en fait, les stablecoins sont dilués dans plus d'argent, du coup, tout d'un coup en fait, hein. Et donc par nature, la dominance des stablecoins diminue. Voilà. Donc c'est ce que je voulais expliquer ici. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est assez logique. C'est-à-dire que si demain tout le monde veut vendre ses bitcoins en même temps, eh bien forcément, admettons que la capitalisation totale de bitcoin ce soit 800 milliards de dollars. Si demain tout le monde veut vendre ses bitcoins en même temps, il n'y a pas 800 milliards de dollars qui en ressortent. Il y en aura beaucoup moins, vraiment beaucoup moins, parce que ça veut dire que les acheteurs seront beaucoup moins nombreux que les vendeurs, et qu'à ce moment-là, il y aura peut-être 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 personnes qui vont vouloir acheter. De l'autre côté, il va y en avoir 1 million des personnes qui voudront vendre, et donc le prix va chuter hyper rapidement, et les personnes qui n'auront pas revendu à temps, peut-être qu'ils n'arriveront même pas à vendre leur bitcoin. À la fin, ça ne sera pas 800 milliards de dollars qui sera sorti de ce marché, mais peut-être seulement, j'en sais rien, 10 milliards, voilà. Enfin, c'est pour l'exemple en fait, hein. Ce que je vous dis, c'est que les 800 milliards de la capitalisation représentative du Bitcoin ne représentent absolument pas 800 milliards de dollars dans la finance réelle, on va dire. Voilà, donc pour pouvoir supprimer cet effet de dilution, hein, sur ce graphique, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, donc la dominance des stablecoins, et je vais la diviser par le market cap total des cryptos. Qui, on peut le regarder, hein, on va se le mettre par exemple ici à côté, le market cap crypto, il faut marquer total en fait, vous allez voilà, total market cap crypto, on est aujourd'hui à 1,92 trilliards, donc 1900 milliards en fait, hein, de dollars. Je divise simplement la dominance de tous ces stablecoins par ce market cap total qui varie au cours du temps bien sûr, et là ça va vous donner un graphique qui ne prend plus en compte cette dilution, tout simplement. Donc je vais mettre total
hop, total, comme ceci. Et là on regarde le graphique, on voit quelque chose d'un peu différent qui s'affiche à l'écran. Mais avec quelques similitudes tout de même. Donc là en fait on peut constater qu'à cet endroit là il y avait un pic. Ça c'était vraiment cette fois-ci le moment où il y avait le plus de stablecoins sur le marché crypto. Donc là c'est en supprimant, comme je le dis, cet effet de dilution. Ce qui veut dire qu'ici, c'est le moment où les gens se réfugiaient le plus dans les stablecoins. Et c'était quoi? Eh bien c'était pendant le crash Covid. Exactement, hein, cette mèche là, où les gens se réfugiaient le plus dans les stablecoins, c'était ce crash Covid. C'est logique en fait, hein, tout le monde se sépare de ses cryptos, c'est la panique, et tout le monde se réfugie dans les stablecoins. Derrière, on a un Bitcoin qui passe de 3800 $ à 64 000 en 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Et là, on a tout le monde qui sort des stablecoins et qui investit, qui va dans les cryptos, c'est l'euphorie totale, etc. On n'a jamais été aussi bas d'ailleurs, hein, sur le graphique des stablecoins. Vous voyez ici, le bottom a été touché ici en avril-mai 2021 lorsque nous étions sur ce sommet-là, et ensuite on a touché un deuxième bottom ici en octobre-novembre 2021 lorsque nous étions ici sur le prix du Bitcoin. Donc oui, on est sur quelque chose de très très bas, et on peut s'attendre à une prochaine phase de bear market. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer. Là on peut très bien, d'ailleurs on a l'impression que c'est en train de se produire de cette façon, avoir une poussée du Bitcoin qui s'opère avec là à nouveau un retour, hein, sur cette borne basse ici, voilà, sur la dominance des stablecoins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moment où je me dis qu'il peut être intéressant de rentrer dans les crypto-monnaies pour du très long terme, serait, regardez si je reprends simplement cette chute sur la stablecoin dominance, serait un retour, hein, finalement sur ce graphique beaucoup plus haut. Peut-être qu'on va venir faire une dernière poussée sur le Bitcoin, que là derrière on va construire un W, qu'on pourrait revenir chercher cette zone de rechargement à cet endroit-là, et ça pourrait représenter sur le graphique du Bitcoin quelque chose qui fait comme ceci, avec ce dernier sommet qui serait opéré par ici, et derrière, pourquoi pas, peut-être même plus bas ici, on pourrait aller chercher encore un plus bas, et derrière, pourquoi pas un réel retracement, un réel marché baissier qui s'opère, avec un Bitcoin bon, qui va zigzaguer forcément, hein. Je suis en train de spéculer ici et de faire un graphique un peu au pif, mais simplement pour vous montrer un petit peu le scénario envisageable, et à ce moment-là, lorsque les gens se réfugieront sur la durée, hein, dans les stablecoins, comme c'était le cas en 2018, en 2019, et bien peut-être qu'à ce moment-là, pour le long terme, on se dira qu'on est dans une période très opportune, en tout cas pour lisser des achats dans le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain. Et vous verrez que ce sera le moment où on parlera le moins de ça, et que c'est uniquement lorsque derrière il reprendra de la valeur, le Bitcoin, que les gens s'y intéresseront à nouveau. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On l'utilisera probablement plus tard dans les analyses, hein, dans les mois, les semaines, les mois qui viennent, peut-être les années même, pour voir comment ça va évoluer. Je suis assez curieux d'observer ça avec vous. On va enchaîner maintenant avec l'analyse des altcoins. On va commencer par audio, on va enchaîner avec Wave, on va regarder VRA, on va regarder Lecro, XTZ, XVG. Voilà, donc ça c'est les crypto-monnaies qu'on va passer aujourd'hui dans les analyses. Sachez également que sur la chaîne, je vous partage un outil qui vous permet de gérer vos investissements. Et si vous avez de l'argent réparti sur plusieurs crypto-monnaies, également sur plusieurs plateformes, vous allez tout réunir ici. Vous allez d'abord entrer toutes les crypto-monnaies que vous avez. Par exemple ici, si je marque ENJ, vous allez voir, vous allez entrer toutes vos crypto-monnaies et leur prix va s'afficher en dollars et en euros. Et à chaque fois, donc toutes les 3 minutes, les prix vont s'actualiser automatiquement en fait ici. Donc ça, c'est quelque chose, une donnée qui sera récupérée en temps réel sur votre outil d'investissement, sur votre tableau. Derrière, sur ce deuxième onglet, j'ai ajouté Engine, donc il apparaît automatiquement ici. Vous allez dire, voilà, j'en ai tant sur Binance, par exemple, j'en ai 5 sur Binance, j'en ai 650 sur par exemple, Coinbase. Vous allez mettre toutes vos plateformes sur lesquelles vous possédez du Engine et vous allez rentrer les quantités, 456, etc. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur le tableau de bord, vous voyez qu'il y a du Engine qui s'est rajouté, vous avez ajouté 1111 répartis sur 3 plateformes, ça vaut 1800 $, 1638 €, ça représente 6% du portefeuille total. Donc vous avez le récap ici. Vous savez combien vous avez de crypto, vous savez combien vous avez de fiat. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez limiter et connaître votre risque en fonction de votre exposition directement. Pour finir, vous connaissez vos gains par rapport à ce que vous avez investi au départ, vous connaissez votre ROI, il y a un onglet où vous entrez tous vos investissements en euros, dès que vous achetez des cryptos avec des euros, vous le mettez ici, dès que vous vendez des cryptos pour récupérer des euros, vous l'inscrivez ici également, ça vous donnera la plus-value associée à la cession, hein. Donc même si par exemple vous achetez 10 000 € de crypto et que 2 mois plus tard vous avez 20 000 mais que vous récupérez que 5 000, vous connaîtrez sur ces 5 000 que vous récupérez la plus-value qui est associée à votre cession. Voilà, et ça peut vous aider également pour les déclarations d'impôts. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à voir sur cet outil que j'ai créé à la base pour moi et que je vous partage sur la chaîne. Si vous souhaitez l'obtenir, vous allez sous la vidéo du jour, vous avez 2 liens. Un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau ici, n'hésitez pas à y jeter un œil, et un second lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer pourquoi pas une donation si vous souhaitez obtenir cet outil.
Allez, on retourne sur les analyses et ici nous sommes sur Audio. C'est un token d'une plateforme qui va permettre de streamer de la musique. C'est un petit peu le Spotify sur la blockchain, vous voyez. Et il y a un token, un utility token qui est lié à la plateforme qui s'appelle Audio. Il y a 614 millions de tokens en circulation sur, 1 milliard 84 millions de tokens total. Donc il reste encore 400 millions de tokens à diluer. Au niveau du prix, ici en décembre 2020, on se situait aux alentours des 20 centimes. On a touché sur ce sommet en mars 2021 les 4 dollars pour revenir ici aux alentours des 60 centimes. Donc ça fait quand même de belles fluctuations ici, puisque regardez, si on regarde simplement cette hausse-ci, on a 500% sur le graphique. Donc si on prend en compte ce range, donc c'est un range, c'est plutôt une tendance baissière même qu'on pourrait estimer ici. Et qu'on revient sur la borne haute de ce canal, de ce range qui est à l'écran, on aurait tout simplement pour commencer, pourquoi pas une performance par rapport au prix actuel de 120%. En weekly, on n'a pas finalement de signal de retournement particulier, mis à part cette grosse bougie verte de la semaine précédente. On voit qu'on est sur une localisation pertinente, parce que sur le bas du canal, si on récupère une ligne de tendance comme celle-ci, on observe également qu'on l'a cassée par le haut, hein, donc il y a pourquoi pas un premier petit signal de retournement. Il faut maintenant zoomer en daily, on voit qu'on a notre ligne de tendance qui est toujours dessinée, on l'a cassée par le haut, on commence à latéraliser, donc c'est assez intéressant de se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer sur ce token. Malgré tout, même en daily, il n'y a aucun signal vraiment bullish, mis à part la localisation, comme je le disais, et la cassure de cette trendline. On peut se positionner une ligne horizontale qui matérialise cette résistance, hein. Le cours avait travaillé à cet endroit-là. On s'est arrêté également dessus ici, donc ça c'était il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, on a touché les 1,20$. Aujourd'hui on retourne sur les 1$. On peut également positionner cette ligne-ci, vous voyez, qui reprend le bas de cette zone-là, donc qui peut faire office désormais de support si on devait y retourner. Est-ce qu'on dessinerait pas un épaule tête-épaule par la suite? Voilà, ça c'est quelque chose, une figure qui serait pertinente. Vous voyez qu'on n'y est pas encore et que là on est plutôt sur une perspective de retracement actuellement. Si on récupère simplement cette hausse, on voit que cette ligne donc, de résistance, hein, qui se situe ici et qui pourrait faire et dessiner, pourquoi pas, notre épaule tête-épaule, représente la zone de rechargement. Donc aujourd'hui, moi, si je voulais rentrer sur Audio, qu'est-ce que je ferais? Je me mettrais des ordres, des alertes, notamment ici, au niveau des 88-89 centimes. Et j'attendrai effectivement que le cours vienne chercher dans un premier temps ce niveau-là, un petit peu au-dessus de cette zone, vous voyez, pour être sûr de rentrer dans ce marché. Enfin, on n'est jamais sûr, mais disons que c'est une zone plus pertinente que de mettre un ordre par exemple en dessous des 78,6 ici aux 75 centimes. Parce qu'on peut y retourner effectivement, mais malgré tout on voit qu'on a ce fort point de support qui se positionne par ici. Donc c'est ce que je ferai, en tout cas pour mon objectif d'achat, et ensuite au niveau des reventes, je vais retourner sur le weekly pour qu'on puisse observer plus précisément le graphique. Je me mettrai des paliers, j'établirai une stratégie par exemple, je dirais, voilà, donc ici on a un fort point de résistance. Donc on reprend la baisse, on met un Fibo, on voit que ça correspond au 0,5. On peut mettre un ordre un peu en dessous, aux alentours des 2,30$. Donc là, si je devais rentrer maintenant ou un petit peu plus bas sur le marché, comme je le disais, aux alentours des 88 centimes, j'attendrai ce premier niveau pour commencer à revendre. Ça me ferait une performance, regardons, ici de 145% approximativement. Donc la valeur de ce que j'aurais acheté aura multiplié par 2,5 environ. C'est-à-dire que si je mets ici 1000$ d'achat de Audio, à cet endroit-là, j'en aurai 2500 approximativement. Sur les 2500, je pense qu'à cet endroit-là, ça peut être très pertinent de récupérer à minima son investissement de départ, c'est-à-dire les 1000$ que vous auriez mis par ici, que j'aurais mis par ici dans cet exemple. Et par la suite, j'essaierai de jouer, pourquoi pas, une poursuite haussière. Vous avez ensuite ce point-là. Donc ce point-là, c'est cet ancien sommet. Qu'est-ce que ça fait, cet ancien sommet? C'est une zone de résistance importante également, qui se situe aux alentours des 3,07$, qu'on pourrait arrondir à 2,99$ si on veut être malin, histoire de revendre juste avant le chiffre psychologique des 3$. Ça peut être un deuxième objectif de vente, sur lequel je récupérerai également une somme, cette fois-ci. Ça me permettrait de faire des plus-values, parce que là, vous vous rappelez, j'avais récupéré seulement mon investissement de départ. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir établir une plus-value sur cette deuxième revente. Et là, à la fin, je vais garder peut-être encore 20, 30, 40% des tokens. Si je suis quelqu'un d'assez prudent, je vais peut-être garder seulement 10% pour jouer, pourquoi pas, une poursuite haussière, parce que derrière, on peut avoir ce W mensuel, du coup, parce que là, ce W, je suis sûr qu'il est visible en mensuel, qui se confirmerait. Et à ce moment-là, on pourrait jouer des targets bien plus hautes par la suite, avec une petite somme, pour ne pas prendre trop de risques. Voilà. Ça serait un petit peu ma façon de voir les choses sur une stratégie que j'aurais mise en place, à savoir que derrière on n'est pas du tout sûr que le cours puisse, même si on a cette épaule tête épaule confirmée, on n'est pas sûr à 100% que le cours va revenir jusqu'ici.
Malgré tout, c'est le premier objectif. Si on n'y va pas, eh bien tant pis, je m'assois hein, sur les gains. Ça peut arriver. Derrière, on peut établir une sorte de marché baissier. On vient chercher un plus bas. Et à ce moment-là, je sors du marché. J'essaye, si je commence à voir des M qui se dessinent ici, de sortir au mieux possible. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des performances soit négatives, qu'on va essayer de toute façon de compenser avec d'autres crypto-monnaies, ou bien des performances neutres, c'est-à-dire que j'arrive à ressortir à peu près sur le montant que j'avais investi à la base. Bon, je vais pas faire cette explication de stratégie sur toutes les crypto-monnaies, on va se concentrer sur les graphiques, mais je trouvais intéressant de faire un exemple, voilà, sur la première crypto-monnaie, ici en l'occurrence Audius. Je suis maintenant sur Wave, donc Wave par rapport au dollar. On a eu une très très belle performance ces dernières semaines, et on avait construit quelque chose d'intéressant. Je l'avais pas spécialement regardé sur la chaîne, j'aurais sûrement dû d'ailleurs, puisque il y avait des choses très intéressantes à constater. Voilà, mais on rate des fois certaines choses, puisque je passe pas mes journées à regarder les graphiques. Même si sur les émissions vous me voyez faire ça, en fait en réalité le reste de la journée je le passe pas forcément sur les graphiques. Ici on avait fait un point bas le 7 février 2022, donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder quels sont les niveaux qu'on avait atteints lors de ce point bas. On peut reprendre tout simplement le Fibo qui récupère toute la hausse dans un premier temps. Et ce qu'on observe, c'est qu'on était dans cette zone de rechargement et qu'on était allé s'asseoir sur les 78,6. On avait cette mèche à cet endroit-là, vous voyez. On a établi une mèche un petit peu plus profonde, comme si on voulait faire sortir des personnes du marché, faire paniquer un peu tout le monde. Regardez, si je positionne directement cette ligne horizontale qui récupère vraiment le bottom de cet endroit-là, on voit qu'on était plus bas que la mèche précédente. Donc ça, c'est intéressant à constater. Et puis en plus là on latéralise, et ce qui était pertinent sur ce graphique, c'était le W qu'on voit très bien en weekly, regardez ici, on vient chercher un point bas par ici, on monte à nouveau, donc là on a la première jambe, la deuxième jambe. Alors là en fait il y a plusieurs écoles, moi j'aime bien prendre les clôtures, et en fait sur les clôtures j'aime bien voir les W sur les clôtures, et là en fait il est assez propre sur la clôture, c'est à dire que je peux me mettre en ligne et l'observer ce W, c'est à dire que là on a un point bas ici qui est moins bas que le précédent, et derrière une cassure. La cassure, elle s'est opérée lors d'une clôture qui se situe aux alentours de cette zone-là. En fait, pour la voir, cette clôture précisément, il faut se remettre en bougie, et c'est cette bougie-là, cette bougie qui a eu lieu la semaine du 21 février. Et vous voyez que là, le signal était donné. Et là, finalement, si vous achetez une confirmation à cet endroit-là, vous êtes plutôt pas mal, parce que vous auriez acheté du Wave aux alentours des 11 $, pour ensuite avoir 2 semaines consécutives, 3 semaines même, extrêmement bullish, et il allait chercher les 34 $. C'est très très dur d'anticiper ce genre de mouvement, même impossible. Vous avez un Wave qui, depuis le mois d'octobre, donc sur une période de 5 mois, dessine constamment des bougies rouges, chaque semaine, quasiment équivalentes les unes aux autres, pour arriver jusqu'à un point bas et perdre, donc si on regarde tout simplement cette baisse, ici, 70% de sa valeur. Comment est-ce que vous pouvez penser qu'en 3 semaines ou en 4 semaines, tout simplement toute cette baisse va être récupérée d'un seul coup? Personne ne peut le savoir en fait. C'est vraiment extrêmement violent comme mouvement ce qui s'est passé ici ces 5 dernières semaines pour Wave. Donc, quand on a un plan bien établi à l'avance, comme par exemple ici, tout simplement récupérer cette hausse, regarder la zone de rechargement, voir qu'on l'a réintégrée ici à partir du mois de décembre, qu'on vient chercher des 61,8, qu'on vient chercher les 78,6, qu'on construit un W, etc., qu'on entre dans un marché, on se dit quoi? On se dit, la première target de revente, quelle serait-elle? Où est-ce que je la positionne? Eh bien, déjà, ce que je vais faire, et je vais faire la même chose que sur audio finalement, même si c'est un mouvement qui n'a pas encore eu lieu et qui peut-être n'aura pas lieu, eh bien je vais positionner un Fibo qui retrace tout ça, et je vois ma zone de rechargement, qui se situe par là, vous voyez. On peut regarder, c'est une zone où le cours a quand même pas mal travaillé, donc j'aurais commencé à prendre des profits personnellement, au moins pour récupérer mon investissement de départ, ici, entre les 25 et les 29 $, 30 $. On voit que par derrière, on est monté plus haut jusqu'au 34. C'est pas grave, j'aurais commencé quand même à prendre mes profits au préalable. Là, on est plutôt dans une zone de revente, donc pour quelqu'un qui serait rentré par ici, c'est vrai que se séparer peut-être de 50% des waves que l'on avait acquis semble pertinent pour rentrer dans d'autres crypto-monnaies plus intéressantes, comme par exemple Audio au passage. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait du vase communicant entre les cryptos. Au niveau des targets supplémentaires, quels sont les prix qu'on peut espérer? Là, en fait, il faut vraiment simplement voir quelque chose qui viendrait casser ces points. Il faut vraiment que le prix de Waves vienne s'affranchir des 32 $ pour estimer une poursuite haussière. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, au contraire, on a l'air de rebondir à la baisse, en tout cas sur du court terme, ici, sur Waves. Donc à suivre. En tout cas, aujourd'hui, on a un retracement qui peut-être est en train de débuter, et si vraiment ce retracement s'enclenche pour de bon, on a le premier arrêt au niveau des 24 $, la zone de rechargement au niveau des 18 à 13 $. Là, ça peut être une bonne zone sur laquelle on pourrait se dire qu'éventuellement on pourrait rentrer sur ce token. Mais acheter du Waves aujourd'hui,
Honnêtement, pour ma part, c'est vraiment pas une bonne stratégie d'investissement. Je préférerais au contraire aller me pencher vers des tokens comme Audio, celui qu'on a vu juste avant, plutôt que Waves pour miser sur les semaines, mois qui viennent. Est-ce que ça veut dire que là on va forcément retracer? Non, peut-être que Waves va aller chercher les 55, 60, peut-être même les 100 dollars, je n'en ai aucune idée. Mais je n'achète pas ce genre de configuration graphique tout simplement. C'est une sorte de règle d'or que je me suis fixée. On va aller voir le token VRA. Vous voyez qu'on a une configuration à peu près similaire à celle de Audio. On va donc pas s'étendre dessus. Et ici, ce qu'on peut faire de façon très propre, c'est se mettre ce genre de range. Et puis là, on peut se dire qu'au niveau des performances, pourquoi pas établir sur ce genre de token 380%. Donc là, on est sur un potentiel retournement qui a l'air de pourquoi pas commencer à s'opérer puisqu'on a une latéralisation du marché. Attention, si on vient s'affranchir de cette ligne et par exemple aller chercher les 1 centime sur VRA, et bien effectivement là ça sentira un petit peu mauvais. Malgré tout, on voit qu'on est en train de latéraliser et on est en train plutôt de s'aplatir comme ça. Donc il y a des personnes qui empêchent le cours de descendre en dessous des 1,8 centimes approximativement. On a touché les 1,6 au plus bas. Aujourd'hui on est sur les 2,1 centimes. Et on peut s'amuser à regarder déjà dans un premier temps, regarder les différentes hausses qui ont eu lieu au préalable. On observe que là sur ce point d'excès, on a dépassé les 123,6 de Fibo et on n'a pas touché les 161,8. On s'est arrêté entre les deux. Donc vous voyez, les targets de vente, c'est ça quand on arrive à se positionner des Fibo de prolongation, c'est les 100, les 123,6, les 161,8. Là ici, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre ce Fibo de prolongation pour le positionner sur ce qui est en train de se passer actuellement, en estimant que ça, ce soit le point bas de cette baisse que l'on a vécue sur VRA. Et là, on voit que les 100, cette fois-ci, sont là-haut, aux alentours des 9,9 centimes, quasiment 10 centimes. Et derrière, on a des objectifs plus hauts. Donc, vous voyez, la fois d'avant, s'arrêtait entre les 123,6 et les 161,8. Si on refait un scénario similaire, ça nous ferait aller, pourquoi pas, entre les 12 et les 15 centimes. Ça paraît haut, mais pourquoi pas? C'est quelque chose de possible. On viendrait casser ce canal par le haut. J'attendrai clairement pas ces niveaux-là pour revendre si je devais, pareil, si je devais investir dans VRA. J'attendrai probablement pas ces niveaux-là. Ce que je ferais, c'est que je récupérerais un Fibo de retracement de cette hausse et j'essaierai, donc là je mets les monts, pareil, et j'essaierai de revendre dans cette zone de prix entre les 6 et les 7 centimes pour un premier niveau, pour un premier palier, où je sécurise mon portefeuille. Si vraiment je veux prendre moins de risques, je me positionne légèrement en dessous des 61,8, parce que les cours des fois aiment bien faire ce genre de choses, aux alentours des 6 centimes. Et vu que 6 c'est un chiffre psychologique, je mettrai 5,9 centimes juste en dessous, vous voyez, à peu près. On va essayer de faire ça comme ici, comme ceci, voilà. C'est à peu près cet endroit-là où je mettrai mon premier ordre de revente pour sécuriser mon investissement que j'aurais fait en VRA. On va voir au niveau du daily si quelque chose d'intéressant se profile et se dessine pour une poursuite. On voit que le cours s'aplanit vraiment, il y a une baisse d'intérêt assez importante. On voit également en parallèle qu'on a un RSI à cet endroit-là, regardez, je zoome un petit peu, qui est en train de monter. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Moi j'adore voir en fait des cours qui latéralisent ou même qui descendent légèrement, avec en parallèle un RSI qui monte. Ça veut dire que le mouvement s'essouffle réellement, que la latéralisation semble réelle, que les boules reprennent le contrôle. Donc oui, tout ça c'est bullish. Il nous manque quand même quelques confirmations ici. Vraiment, il y a deux niveaux sur lesquels il faudrait qu'on vienne chercher des zones de prix, à savoir ce niveau-là, donc à la fois cette mèche aux alentours des 2,4 centimes, et en dessus on a cette mèche aux alentours des 2,6 centimes. Et si jamais on vient s'en affranchir, on a encore cette ligne de tendance qu'on peut se dessiner, qu'il va falloir venir casser par le haut. Donc c'est-à-dire venir chercher de l'autre côté de cette ligne des zones de prix par ici. Et à ce moment-là, on aura un réel signal haussier qui va nous être donné sur VRA aux alentours des 2,6, 2,7 centimes. Avec cette confirmation-là, on pourra sans problème spéculer sur une poursuite haussière pour aller chercher la zone haute que l'on a vue ici en weekly. Mais c'est pas encore fait, on le voit. Et en fait, c'est toujours pareil. Plus vous allez investir tard sur le marché, et moins vous allez prendre de risques et moins vos gains seront élevés. Parce que si vous achetez du VRA par ici, vous allez faire une performance bien moins importante que si vous l'achetez plutôt par là. Parce que entre déjà cette zone et cette zone, vous avez quasiment 60%. Donc si entre les deux il y a 100%, donc là je spécule, voilà, admettons, entre le fait qu'on l'achète par exemple par ici ou par ici, il y a quand même 100% de différence. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 $ ou 1000 $ ici, ça va pas du tout être la même chose derrière. Si on revient sur cette zone haute, par exemple, ici, vous voyez, là on a plutôt un x7, si on prend la ligne du bas, alors que là vous allez faire plutôt un x2, un x3,5. Donc deux fois moins, évidemment, c'est logique, on a 100% entre les deux. Ce qui veut dire que si vous allez investir 1000 € ici, là-haut vous avez 7000, si vous investissez 1000 € ici, là-haut vous allez avoir 3500, vous voyez. Donc c'est pas du tout pareil, et c'est vrai qu'en fonction du moment où on investit, on prend plus ou moins de risques, parce que dans un des deux cas, on a beaucoup plus de confirmation, on est plus serein.
Mais par contre, on va gagner beaucoup moins, et dans l'autre cas, on prend beaucoup plus de risques, et on peut gagner beaucoup plus. Voilà, vous avez compris le principe. J'enchaîne maintenant sur le CRO de Crypto.com, qui avait fait cette énorme poussée au mois de novembre 2021, puisqu'il avait touché les 1,19 $. Ensuite, il retrace pour aller chercher ici les 25 centimes approximativement, et il s'établit clairement dans cette zone de rechargement assez intéressante, puisqu'il forme en plus de ça un joli W. En tout cas, il est en train, pourquoi pas, de peut-être former un W. Donc comme je le disais, investir maintenant c'est plus risqué parce qu'on n'a pas la confirmation du W. Par contre, pour la suite, ça peut vous être beaucoup plus bénéfique. Donc est-ce que les 43 centimes sont intéressants? Sur une perspective long terme, on le voit sur ce graphique, c'est plutôt pas mal. On est dans notre zone de rechargement, on est en train, pourquoi pas, de dessiner un W, mais il n'est encore pas confirmé, donc oui. Malgré tout, si on zoome sur ce graphique en daily, donc là, la latéralisation est quand même vachement plus visible, hein. Ce W, en fait, je dis qu'elle est plus visible parce que, comment on observe une latéralisation? On prend 2 points comme ceci, et on dessine une ligne de tendance. Et lorsqu'elle est cassée, cette ligne, eh bien on a peut-être un début de latéralisation qui s'opère. Une fois que ça s'est fait, on se dit, tiens, on peut peut-être se dessiner une ligne comme celle-ci. Et on voit que là, qu'est-ce qui se passe? On est en train à nouveau de casser cette ligne de tendance. Donc on a un marché qui fait ça, qui descend fort, qui ensuite casse cette tendance pour descendre moins fort, qui ensuite casse la tendance pour descendre encore moins fort. Et c'est ça qu'on cherche pour investir en général, puisque c'est ce qu'on appelle la latéralisation du marché, et pourquoi pas l'accumulation, les endroits où finalement des gros portefeuilles seront là pour acheter, pour empêcher le prix de descendre plus bas qu'un certain niveau. Ici sur le CRO, on a eu cette zone des 30 centimes, qui a été pas mal travaillé à la fois pendant la montée, à la fois pendant cette zone de travail ici, là, sur cette mèche, où le prix vraiment est racheté, hein. Les 30 centimes, c'est un prix très intéressant, sachez-le. Est-ce qu'on va y retourner? Ça, par contre, je n'en ai aucune idée. On est au 43, sur la perspective long terme, ça reste, selon moi, intéressant. Ce qu'on peut faire pour essayer de se déterminer des objectifs de revente sur le CRO de Crypto.com, en admettant que là, peut-être, un retournement pourrait s'opérer pour une reprise haussière, eh bien, déjà, la première chose qu'il faut constater, c'est que pour avoir la vraie confirmation de hausse, il faut qu'on vienne s'affranchir de ce niveau-là, des 53 centimes. Pourquoi? Parce qu'on aura ce W qui se sera clairement dessiné avec une confirmation. Voilà. Derrière, si ça arrive, on peut se mettre un Fibo de retracement comme cela, et on voit que la première zone de revente qui, selon moi, serait pertinente pour récupérer son investissement, se situe entre les 83 et les 99 centimes. Voilà. Derrière, on peut également prendre un Fibo de prolongation pour essayer de déterminer des zones de revente potentielle en admettant que là, ce soit un bottom. Voilà. Je vais supprimer ce Fibo. On a les 100% aux alentours des 1,43 $. On a les 123,6 aux alentours des 1,68 $, etc. 2,11 $. Et vous avez beaucoup plus haut ici les 4,32 $. Est-ce que cette target des 4,32 $ sera atteinte un jour? C'est possible, hein. Voilà, c'est quelque chose de possible. Malgré tout, je ne vais pas garder mes crocs jusqu'à ce qu'on arrive sur les 4 $. Je vais commencer à me sécuriser bien avant, comme je le disais notamment, aux alentours des 1 $, qui représentent cet ancien sommet et qui, selon moi, reste une très bonne zone pour se sécuriser si jamais une performance haussière devait se produire. Écoutez, j'avais encore 3 cryptos à vous passer, à savoir Tezos, Verge et également, du coup, c'est tout, Tezos et Verge. Alors, je vais pas avoir beaucoup le temps ici, il me reste que 2 minutes, voilà, je vais pas faire une vidéo qui dépasse les 40 minutes tout de même, je viens de regarder le temps en fait, et c'est assez impressionnant, je pensais pas avoir parlé autant. Et donc je vais pas passer Tezos, Verge, clairement on est sur des niveaux intéressants. Je vais me mettre en logarithmique ici pour que vous puissiez peut-être visualiser ça plus précisément, excusez-moi. Vous voyez, on a ici en logarithmique une échelle de temps qui est complètement différente. Et on observe que ici, donc si on reprend toute cette hausse, tout simplement, donc là on a vu un point très très bas aux alentours des 0,1 centime hein, pour aller toucher ici par la suite, donc là c'était le mois de mars 2020, le crash Covid, hein, pour aller toucher ici ensuite les 8,8 centimes. Donc entre ces deux points-là, on a une performance de 5900%. Je suis en logarithmique, c'est pour ça que le graphique n'apparaît pas de la même façon. Si je reprends cette hausse, on voit qu'on a quand même retracé 0,9% de ce mouvement et qu'on revient chercher ces anciens points hauts là, ces anciens sommets. On peut se mettre une ligne comme ceci, et ça c'est intéressant, je pense que là on a un bon prix hein, sur Verge, notamment au niveau de ces 3 mèches, on voit qu'elles ont été rachetées assez rapidement et assez facilement, je suis en mensuel ici, on va passer en daily pour observer ce qu'il se passe, rapidement sur Verge, tac, je dézoome, on voit qu'on a voilà, une chute qui est dure depuis déjà assez longtemps, je vais me mettre en weekly,
En weekly, on n'a pas de W propre qui se dessine, notamment parce que là on a un plus bas et on a un plus bas que le précédent également sur les mèches, donc là il n'y a pas de W, il va falloir être plus patient. On peut observer effectivement ici qu'on a une jolie baisse qui semble du moins commencer à latéraliser, mais vraiment pas de signal vraiment de retournement pertinent. Le seul signal qui me fait penser que là c'est peut-être le bottom, c'est cette touchette sur les anciens sommets, sur cette mèche d'anciens sommets. Donc là il va falloir laisser le marché on va dire latéraliser un petit peu plus. On peut aller voir quand même en daily si quelque chose se dessine. Non, c'est la même chose, on fait encore des plus bas, on est sur la tendance baissière. Peut-être qu'en fait là le bottom c'est maintenant, donc aujourd'hui acheter du verge c'est assez intéressant. Sur le daily on voit aucun signal de retournement, mais c'est pas grave, on voit que sur le long terme on revient chercher des anciens sommets, on revient chercher des zones de prix sur lesquelles le cours avait quand même beaucoup travaillé, hein. Donc c'est pareil, là on prend plus de risques à investir maintenant. Ceci dit, je pense que les performances peuvent être beaucoup plus intéressantes, puisque si on revient simplement sur l'ancien sommet ici, on voit qu'on a déjà 700% de performance sur ce token. Voilà, j'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr. Moi je vous dis à demain sur la chaîne, je vous souhaite une très bonne soirée, salut tout le monde.